Ce podcast vous est présenté par OneFlash. La recharge mobile en libre service. Bienvenue dans Share Your Power, le podcast qui réunit celles et ceux qui font bouger les lignes. À chaque épisode, des dirigeants et décideurs partagent leurs coulisses, leurs choix et leurs convictions sur les tendances du moment, les avancées technologiques et les actualités qui façonnent l'expérience client des grandes entreprises. Une discussion libérée, sans filtre, pour comprendre comment ils décident et comment ils passent à l'action. Bonne écoute. Bonjour Mike. Eh bien bonjour Lucas, merci de ton invitation. Merci d'être là. C'est la première fois pour toi, podcast? On te voit beaucoup à la télé. Avec toi, c'est la première fois. Bon, ravi, j'espère que c'est pas la dernière. Comment tu aimes te présenter en général? Par mes passions peut-être. Ouais. C'est ça qui nous définit. Ma première passion, c'est mes deux grandes filles, dont l'une fait des millions de vues sur les réseaux en faisant de l'humour et l'autre regarde des millions de vidéos de cosmétiques, de mode, etc. Voilà, ça m'inspire, et puis ça permet de garder un contact sur le terrain. Voilà. Passion de la musique live, et puis passion du retail, mais je pense qu'on va en parler un petit peu. Du retail, des comportements consommateurs et de la tech. Avec grand plaisir. Comment elle est venue justement cette passion du retail? Par un rejet. Ok. Moi, je suis d'une famille de commerçants, fils, petit-fils de commerçants. Mon père et mon grand-père étaient tailleurs. Dans la famille de ma maman, ils avaient des boutiques de vêtements, etc. Et j'ai toujours rejeté ça parce que je trouvais que c'était un métier qui était pas très agréable. Je les voyais baisser la tête devant des clients qui restaient 1 heure dans le magasin sans rien acheter. Enfin, c'était dur, c'était des années difficiles, des années 80, etc. C'était où? C'était en région parisienne et en Normandie. Et puis, comme tous les enfants, j'étais dans les magasins avec eux le week-end quand il y avait besoin, etc. J'aimais pas ce métier. Et moi, très rapidement, je suis tombé. J'ai démarré dans la communication événementielle et dans la communication au global dans des boîtes de tech. Je suis tombé dans la tech très très jeune. J'ai accompagné ce qui s'appelait pas une start-up, mais c'était une start-up, celui qui a créé le CRM en France, bien avant Salesforce, les premiers services clients, etc. Et assez rapidement, j'ai eu pendant 15-20 ans des postes de responsabilité de marketing communication dans des boîtes de tech et de boîtes de tech pour le retail. Voilà, j'ai eu la chance de lancer les caisses libre-service en France il y a un peu plus de 20 ans, être chez des acteurs de l'encaissement, de l'omnicanal, de la supply chain, etc. Et dans mon métier de marketing et communication, assez rapidement, ce qui m'a intéressé, c'était de faire du B2B2C. Non pas de parler de mes clients, mais de parler des clients de mes clients, donc les consommateurs. Et s'intéresser à leur comportement. Et finalement, c'est passionnant parce que on pense qu'on est dans un secteur B2B, mais contrairement aux autres secteurs B2B, on a un avantage. C'est qu'en France, on est 68 millions de professionnels du retail. Ça parle à tout le monde. Je parle régulièrement avec ma grand-mère de ce que je fais. Elle comprend. Elle va pas comprendre la tech, elle va comprendre les impacts sur le consommateur. Elle va me donner son ressenti. Mes filles, quand elles sont sur TikTok, sur Insta, etc., elles me donnent leur ressenti, si tu veux. Ça parle à tout le monde. Et donc, j'ai développé, cette passion pour les comportements consommateurs et pour ces concepts de marketing et communication B2B2C qui vont allier à la fois l'évolution des attentes des comportements consommateurs, l'évolution des tendances du commerce et la tech, parce que j'ai toujours été passionné par la tech, comme lien pour essayer de résoudre tout ça. Et justement, tu fais le lien entre le retail et la tech. C'est à quel moment que tu crées I Love Retail? Je crée I Love Retail il y a 11 ans, pour une raison simple, c'est que j'en avais un peu ma claque de mener de super beaux projets dans des grosses boîtes de tech, mais où tu passes finalement plus de temps et d'énergie à te battre en interne, au niveau du codir, au niveau des équipes, qu'en externe. Et j'ai créé I Love Retail, qui est un réseau d'experts, avec 2 grandes missions. La première, c'est l'étude de l'évolution des tendances du commerce, des comportements consommateurs, donc plutôt à destination des enseignes. Et ça passe par des learning expéditions, des voyages d'études, des rapports de tendance, des conférences, etc. C'est de la passion. Emmener des grands dirigeants au bout du monde pour aller voir des magasins innovants en Chine, aux États-Unis, etc. C'est extrêmement enrichissant. Et rapporter ces tendances, les décrypter, etc. Et puis l'autre volet de mon métier, c'est d'accompagner en marketing et communication d'influence des boîtes de tech pour le retail. Et là, j'ai à la fois des grands clients, des grands industriels du secteur, des petites startups, etc. Et finalement, ça m'a permis de continuer à développer ce que j'aimais,
avec beaucoup plus de liberté, en ayant la chance de choisir mes clients et mes projets. Et de m'entourer d'équipes qui sont aussi passionnées que moi et qui vont apporter leur expertise sur des points précis. Ça fait 11 ans que ça dure et la passion est toujours là en fait, parce que les sujets qu'on traite ne sont jamais les mêmes, les enjeux sont différents, et puis il y a un socle commun qui fait que on est dans un secteur où avec le temps on se connaît tous. Donc c'est beaucoup plus facile aussi d'avoir de l'impact. Je travaille avec mes clients, avec des journalistes, avec des experts, avec les grandes enseignes. Et puis tous ceux qu'on a connus il y a une vingtaine d'années, ils ont pris du galon, donc on les retrouve à des postes à responsabilité, ce qui est passionnant. Celui pour qui on écrivait il y a 20 ans des argumentaires sur les caisses libre-service, qui était le patron de Système U, est aujourd'hui notre ministre du Commerce. Ouais, c'est vrai. Voilà, on a tellement de belles histoires comme ça à raconter. Je pense que quand on tombe dans ce secteur, on y reste. Mes fils se moquaient de moi au début parce que quand on était en vacances n'importe où, on voyage beaucoup, je prenais des photos de magasins. Et aujourd'hui, c'est elle, quand elle voyage, qui m'envoie des photos de magasins en me disant « Tu connais ça, t'as vu ça ?» etc. C'est pas vrai, génial. Oui, c'est une passion qui se... Tu fais quoi? Ça fait 30 ans que tu es dans le retail? 25? Ouais, 25. Ouais. 25 ans? Ouais. C'est quoi les plus gros changements de comportement que tu as pu voir tes débuts? L'arrivée du e-commerce. On disait il y aura plus de magasins physiques, c'est fini, c'est mort, etc. L'impact de l'arrivée progressive de différentes technologies, le choc du Covid, on pourrait en parler plein, le choc du Covid où là, en termes comportemental, on a vraiment eu un switch sur le e-commerce, le click and collect, des habitudes, etc. Ouais. Je te parlais de ma grand-mère, depuis le Covid, elle sait utiliser un QR code parce que dès qu'elle est sortie en terrasse, elle n'avait pas le choix pour regarder la carte. Elle n'est pas plus bête qu'une autre, elle a son iPhone, elle prend le QR code, elle a la carte. Et maintenant, ce QR code, il lui sert à d'autres usages. Et elle sait l'utiliser. Même pour sortir de chez toi. Hein. Exactement. Et on parle souvent de changement, mais s'il y a des choses qui n'ont pas bougé en 20 ans, 25 ans, c'est quoi les socles? Bonne question. Le besoin du client d'être accompagné, que ses besoins, désirs, souhaits, attentes soient comprises par la marque, par le distributeur. Ce qui a changé, c'est certainement la manière d'y répondre. Mais l'attention portée au client, alors j'aime pas trop parler de manière générale parce que ça va dépendre des secteurs. Quand on parle du luxe ou quand on parle de l'alimentaire, on va pas être sur les mêmes sujets. Mais globalement, le fait qu'une enseigne se distingue par l'attention portée au client, que ce soit en termes de service, de conseil, d'expertise, etc., ça bouge pas et ça bougera pas. Ces attentes vont évoluer, l'offre va évoluer, mais ça doit rester le focus. Je sors directement des fiches que j'ai préparées, mais j'ai un petit depuis 18 mois et j'arrête pas de recevoir des mails sur des articles qu'on doit renvoyer parce que tu as des problèmes de sécurité sur tous les produits. Donc tu as à la fois un sujet de transparence, de qualité, mais je me dis comment on en est comment aujourd'hui encore tu peux avoir des scandales pareils sur des articles de gosses, sur l'alimentaire, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a pas d'impact en plus de ça, qu'on continue un peu bêtement comme des cons à consommer les mêmes choses. Alors que je me dis, punaise, ça devrait être interdit, quoi. Alors d'abord, j'ai envie de te dire, ça dépend où tu achètes. Ouais. Des grandes marques, tu vois. Ça dépend de ta capacité à acheter. Ouais. Aussi. C'est pas le même budget si tu vas acheter sur Chine, Temu, ou si tu vas acheter Petit bateau, sur Petit Bateau, Jacadi, pour pas les citer, ces jolies marques françaises qu'on a, où fatalement tu prends quand même un peu moins de risques. Ça, c'est sûr. Ne serait-ce que par le fait que, pour une question d'image de marque, ils se doivent être plus vertueux. Mais là aussi, c'est des cycles. On a eu tout un cycle où la responsabilité sociale et environnementale des marques et des enseignes était extrêmement importante. Donc, il fallait tous donner des gages. Bon, ont été donnés. C'était pas très compliqué pour le consommateur de comprendre que le vêtement pour ton enfant made in France était peut-être un peu plus vertueux sur certains aspects que celui qui était produit en Chine, dans des usines, dans des conditions qu'on ne maîtrise pas. Certes, enfin, il faut avoir les moyens. Ouais, je suis d'accord. Et l'explosion de Chine, Temu, etc. nous a montré que le consommateur, entre ce qu'il dit dans les études, et nous on fait énormément d'études consommateurs, c'est fou, ça. Entre ce qu'il dit dans les études et ce qu'il fait quand il a sa carte bleue en main, c'est pas la même chose. Et quelque part c'est normal. Donc, derrière tu as créé la Retail Tech. Oui. En fait, le trigger, quand tu dis OK, I love retail, maintenant il me faut la Retail Tech. C'est quoi le trigger du besoin Ouais, il y a eu autre chose. Entre-temps,
quand j'ai monté la Retail Tech, j'ai toujours passé beaucoup de temps et par passion à être mentor, advisor dans différents incubateurs, accélérateurs. On a ici à Station F, j'ai fait l'ouverture de start-up. Euh, ça, voilà, c'est une émulation vachement intéressante. Et puis, j'ai créé aussi, j'ai accompagné Business France il y a 9 ans maintenant sur la création de la verticale retail avec un premier pavillon où on en avait spoté quelques petites startups inconnues pour les emmener à New York sur la NRF. Dans les inconnus, il y avait Miracle, il y avait Content Square, il y avait des boîtes comme ça, on s'était Incroyable. pas trop trompé. Génial. Ça s'est développé. On a créé un événement à New York avec mon amie Catherine Barba à peu près à la même période pour réunir la communauté française qui se déplaçait. Pas mal de salons, d'événements et à chaque fois, je faisais le même constat. Les retailers et les techs françaises aiment se rencontrer. Ça se fait très souvent en marge de salons, d'événements, c'est ponctuel. Ou alors, ils vont dans des fédérations, mais c'est très thématique. Tu vas chez Mercatel, tu parles de paiement. Tu vas chez Perifem, tu parles d'énergie, d'environnement, etc. Il manquait, selon nous, Socle commun. un lieu permanent pour penser, parler innovation. Alors, j'ai appelé mon amie Barbara, qui a à peu près le même parcours que moi. On a bossé ensemble, d'ailleurs, mais dans les ventes. Et on s'est dit, on a un truc à faire. Et on a appelé quelques copains, patrons d'innovation, de Cdiscount, de Fnac, bla. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ouais, ça serait bien. Donc, on a créé ça. On a lancé ça, ça fait juste 4 ans avec 40 boîtes pour démarrer. Et puis aujourd'hui, on est plus de 210 entreprises. Le but, c'est vraiment de réfléchir ensemble à la place de l'innovation pour répondre aux challenges des retailers. Et tout ce qu'on fait est guidé par nos retailers. On a la chance d'avoir un joli board de retailers dans lequel on trouve Emmanuel Grenier de Carrefour, Laura Toledano de Zalando, etc. Et Romain Rouleau de Kingfisher, par exemple, ils nous donnent leurs axes et nous, on les prend et on va les travailler et on se voit tous les mois en format présentiel et on met sur scène les distributeurs les plus innovants, ceux qui ont les choses les plus intéressantes à raconter sur le sujet du mois. Tous les mois, on a Opinionway qui vient nous délivrer les résultats d'une étude flash qu'on réalise la semaine précédente sur les attentes des Français sur le thème du mois. Donc, on part vraiment des insights consommateurs. On reçoit tous les mois un grand dirigeant. Ah, voilà, on a quelque chose comme ça qui fait à la fois dans le but de fédérer cet écosystème qui ne l'était pas assez à mon goût, de promouvoir l'innovation parce que ça change tout le temps et honnêtement, on est dans le métier depuis longtemps. Je crois que j'ai compté que je dois rencontrer à peu près 200 à 300 nouvelles startups chaque année dans notre secteur. Et on en connaît une toute petite partie. C'est ça qui est passionnant. Et puis, on est aussi là pour accélérer le business entre ces acteurs. Et on s'en cache pas, en fait. Et tout le monde est content. On est très satisfait de l'évolution. On va encore continuer à grandir, mais nos distributeurs et nos marchands viennent avec beaucoup d'ouverture et beaucoup de générosité, plus que ce qu'on voit dans des salons, dans des conférences, parce qu'il y a ce côté communautaire. On se connaît bien. Ils viennent même parfois parler de leurs échecs, ce qui est rare quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Mais on va les décrypter ensemble et on va voir quelles leçons ils en ont tirées, tu vois. Ils viennent nous faire des avant-premières. Enfin, on s'éclate, quoi. Ça continue à... Voilà. Et on est sur tous les sujets du moment. Alors, on peut à la fois traiter de la tech pour la sustainability, les marketplaces, le retail média, l'intelligence artificielle, bien sûr, depuis 3 ans, on ne parle que de ça, mais quand on s'est créé, c'était la bulle du Web 3. Alors, on a parlé C'est vrai. Web 3, on va parler d'encaissement, on va parler de supply chain, enfin, tous les challenges des distributeurs, des marchands, des marques, que la tech peut aider à relever et vraiment avec cet esprit d'échange extrêmement bienveillant. On a reçu ton ami Olivier Dever il y a quelques mois, qui a un vrai ancrage local, un peu européen. Toi, tu es beaucoup plus international en tout cas. Tu fais pas mal de visites tours aux US, parfois peut-être en Chine aussi. C'est quoi pour toi les grandes différences entre l'expérience qu'on peut avoir en magasin FR français et à l'étranger? Ce qui est très marquant en Chine, c'est le rapport à la data. Et en fait, ça drive beaucoup de choses. Le consommateur chinois te dit, moi, aucune donnée ne m'est personnelle depuis ma naissance. Je ne sais pas ce que c'est qu'une donnée personnelle. Donc, si je peux, pour une fois, en tirer un bénéfice, top. Mais au-delà de ça, entre les acteurs, il n'y a pas de barrière. D'abord, les grands distributeurs en Chine n'ont pas, contrairement à ce qu'on a chez nous, d'équipe informatique pléthorique.
ils ne développent pas leur site web, ils ne maintiennent pas leur site web, ils ne gèrent pas leur marketing direct, ils n'ont pas de système d'encaissement à eux. Tout est opéré par 2-3 grands acteurs, Alibaba, Tencent, etc. Quand tu vas dans un supermarché en Chine, les caisses libre-service, t'en trouves de 3 couleurs. Et selon si le client veut payer en Alipay ou WeChat Pay, etc., il va se diriger vers l'autre. Le SI est géré, outsourcé. Et ça tourne en plus. Les datas sont partagées. Mais ils te disent, nous, notre métier, c'est pas d'être informaticien. En France, tous les distributeurs ont des équipes pléthoriques, plus des prestataires de partout. Et comme tu as des équipes, il faut les faire bouffer, donc tu redéveloppes des trucs et tout le monde redéveloppe. Eux, ils disent non, c'est pas notre job. Nous, notre job, c'est de sourcer des produits, de les mettre à disposition du consommateur et de délivrer la promesse comme il faut. Ça, c'est notre produit de distributeur. Ça, c'est notre métier de distributeur. Quand tu as une nouvelle fonctionnalité qui sort sur le web, c'est un standard, elle est là pour tout le monde. Pas de différence, on se différencie pas sur la tech. T'es toujours au top. Ça, c'est une énorme claque. Je me rappelle d'avoir été visiter un magasin avec plusieurs distributeurs. Dans la délégation, on avait Régis Schulz, qui était à l'époque le président de Monoprix, passionné de tech. Et on arrive dans un magasin, on va dire une sorte de habitat, de meubles. Tout était opéré par JD.com. Tout le SI, tu étais encaissé par JD.com. Quand tu prenais ton téléphone, tu le tapais en NFC sur une étiquette, la fiche produit qui remontait, c'était pas le site du magasin QM Furniture, c'était le site JD.com. Partage de revenus. Les stats étaient béton armé, ils avaient tout leur cockpit de pilotage magasin était fourni par JD, qui est l'un des plus grands acteurs, et ça fonctionnait parfaitement. Gis me dit, mais quelle claque, t'imagines? C'est hallucinant. Ça, pour moi, c'est l'une des différences majeures qui impacte finalement le consommateur parce qu'il bénéficie en permanence des dernières technologies. Et tout est standardisé. Ouais, bien sûr. Il n'y a pas de concurrence. Il y a des sujets qui ne décollent pas en France parce qu'il n'y a pas de partage de data. Je donne un exemple simple. Le sizing. Le plus gros problème aujourd'hui des e-commerçants dans la mode, c'est le taux de retour parce que la taille est mauvaise. Alors, tu fais des retours gratuits, tu as des consommateurs pas idiots qui disent moi je commande 3 paires de chaussures en 36, 36 et demi, 37. Je teste et je renvoie les deux. OK, ça te bouffe toute la marge, c'est une catastrophe. Alors certains gros acteurs type Zalando vont utiliser l'IA pour analyser tout l'historique de vente des produits, l'historique du consommateur et te faire des recos de taille en disant d'après ce que je connais du produit et de toi, tu devrais plutôt prendre cette taille. Pas mal. Ça réduit le taux de retour, mais c'est Zalando. À côté de ça, il y a plein de startups qui se sont créées, Fringang d'ailleurs, qui est ici à HEC, mais il y en a plein d'autres, pour proposer aux consommateurs un ID personnel de sizing. Différentes technologies, tu réponds à un questionnaire, la photo, de l'IA, bref, ta carte d'identité numérique de sizing. C'est génial. C'est sur un site. Sauf que il y a 10, 20 startups, plus des systèmes propriétaires, et le consommateur, il n'a pas sa propre carte. Il doit refaire le parcours d'onboarding sur chaque site. C'est complètement hallucinant. Imagine s'il y avait un partage de données, tu prends ton téléphone, tu es dans un magasin physique ou tu es sur le web, et tu dis, voilà qui je suis, tu scannes le produit, et on te dit, là, faut que tu prennes telle taille. Là, ça commencera à avoir du sens et à se développer. Nous, on le voit sur le libre-service. Donc, en Chine, il y a Alipay et WeChat Pay. Tout le monde a ça, absolument partout. Et tu n'as aucune friction pour déverrouiller n'importe un vélo, une trottinette, une batterie ou même payer. J'avoue que ça diminue énormément de friction. L'autre interrogation que je me pose à chaque fois sur le retail, donc c'est quand tu payes avec ta carte pro, faut à chaque fois prendre là en photo ta facture ou autre. Et je me dis pourquoi quand tu payes, on te renvoie pas directement sur une adresse mail qui est dédiée à ta carte pour avoir tout ton reçu, tout ton historique. Je comprends pas pourquoi ça n'existe pas. Ça existe aux États-Unis. Ça existe dans d'autres pays. Et en France, c'est quoi? C'est légal? C'est quoi il y a c'est encore une fois le partage de data entre tes données carte bancaire, ta banque, l'intermédiaire qui va te gérer les notes de frais, etc. Alors ça commence à avancer. Il y a des systèmes, qui avancent à partir du moment où toi tu es volontaire au niveau de l'entreprise, ça commence à avancer. On a quand même en France un contexte réglementaire un exemple. Livraison par drone. Ça fait 5 ans qu'en Chine, les zones rurales sont livrées par drone sans problème. Aux États-Unis, ça fait 2-3 ans que ça cartonne. Walmart est en train d'aller encore plus vite. En France, j'y crois tellement pas. En France, on commence
à se poser la question de savoir s'il va falloir une réglementation locale, nationale, au niveau de l'Europe, sur quel type de territoire. On en est à se poser les questions. Moi, je Pas pense eu une jamais on l'aura. expérimentation. Ok. On s'étonne pas si on prend du retard après. Et pourtant, on a les mêmes problèmes de livraison en zone rurale. Bien entendu. Tu vas pas faire ça à Paris, les livraisons par drone, c'est pas le sujet. Ouais, bien sûr. Mais on a les mêmes besoins, les consommateurs ont des besoins. Donc, j'ai compris la grosse différence avec l'Asie, c'est notamment c'est quasi étatique, donc pas de concurrence. En vrai, on n'a pas envie de le souhaiter en tant que consommateur, enfin en tant que citoyen, t'as pas envie d'aller sur un modèle chinois en tant que Évidemment. consommateur, parfois c'est agréable. Avec les US, c'est quoi la grosse différence? Je dirais que les US sont un peu entre les deux. Tout ce qui est lié à la propriété des données, la CNIL, c'est quand même plus souple aux US. La vidéosurveillance, par exemple, et la vidéosurveillance intelligente. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet d'utiliser des réseaux de caméras d'un magasin pour beaucoup d'autres usages, et des usages plus intelligents, notamment la détection de comportements potentiellement frauduleux. Je peux te couper là-dessus? Ça fait 10 ans que je le vois ce truc-là. Tu sais, on voit un peu le capteur, il comprend que tu mets la main dans ta poche. Ça a vachement évolué. Et du coup, ok. Ça a vachement évolué. On vient seulement d'avoir une première réglementation l'année dernière, un premier accord pour utiliser un système de vidéosurveillance intelligente qui ne va prendre que sur les caisses libre-service, qui va prendre que les mains, et avec tout un tas de contraintes, d'affichage, ok. Aux États-Unis, quand tu vas sur une caisse libre-service chez Target, etc., par exemple, t'as un écran, tu te vois. Donc tu sais que t'es filmé, c'est dit, tu te vois. C'est quand même extrêmement important parce que les chiffres de vol en grande distribution alimentaire, ils sont pas communiqués, mais on estime entre 2 et 4% du chiffre d'affaires. C'est colossal. Et sachant que les marges sont faibles dans le retail. Exactement. Quand tu connais le niveau de marge, avec un taux plus important en caisse libre-service qu'en caisse traditionnelle, mais voilà, la démarque, c'est quand même important. Donc en France, là, il y a un député, Paul Midi, qui est en train d'avancer sur des réglementations. Il y a un texte qui vient de passer, mais on voit à quel point on est loin, quoi. À chaque fois, on a un retard dingue à l'allumage, on a peur de tout, et puis t'as des débats, la propriété, la liberté. Mais pourquoi? Moi, qu'on me filme, si j'ai rien à me reprocher, j'ai pas de souci, quoi. À partir du moment où je sais qu'on va pas utiliser mes images pour les mettre sur le web, c'est pas le sujet, tu vois. Mais à partir du moment où on filme mon comportement, même avec ma tête, et que les images sont détruites quand je suis sorti ou au bout de 24 heures parce que j'ai rien volé, j'ai aucun souci avec ça. Enfin, il faut bien comprendre que si on réduisait de 2 points la démarque en magasin, certes, ça pourrait faire de la marge en plus, mais comme les distributeurs se battent pour les prix, ça ferait baisser les prix. Augmenter les marges des producteurs, l'un ou l'autre, quoi. Exactement, enfin voilà, mais Tout le monde y gagnerait. c'est du service au consommateur de toute façon, tout le monde va s'y retrouver. Et te poser du coup la question, qu'est-ce qui manque l'écosystème retail français pour accélérer sur l'innovation? Pour toi, c'est quasi gouvernemental, assouplir Pas que, mais on est quand même dans un pays qui est extrêmement contraint au niveau réglementaire. Regarde les débats qu'il y a eu sur l'ouverture des magasins le dimanche, sur les problématiques de sécurité, de données, de toutes les expérimentations qui ont pu être faites sur le fait de payer avec le flux veineux, etc. Ça passe jamais. Alors que faut arrêter, quoi. Je sais pas si c'est un peu redondant, mais qu'est-ce que le retail français pourrait apprendre des marchés internationaux aujourd'hui? C'est une certaine agilité. Après, attention, faut pas Ouais, bien sûr, je suis d'accord. Allez, on est un pays de retail. Je suis d'accord. On est un pays de commerce. On est l'inventeur de l'hypermarché. On est un pays de luxe. On est un pays de mode. Paris, c'est la première destination touristique au monde. Voilà. On n'accueille pas forcément les gens de la meilleure des manières. Le service, en termes de service client, on n'est pas bon. Pas bon, ouais. Mais on n'est pas bon pourquoi? C'est pas parce que les personnes sont mauvaises. C'est parce qu'on est dans un système qui n'aide pas à ça. Ça a un peu changé depuis le Covid. Mais avant Covid, j'avais pour habitude de dire, pour le même prix, pour le même coût, tu as 2 fois plus de personnes sur le floor dans un magasin à New York qu'à Paris. 2 fois plus de personnes. Parce que charge sociale, etc. Ensuite, il y avait une précarité qui faisait que ton vendeur avait pas le sourire, tu pouvais le virer le soir même et t'en avais un autre le lendemain. Ok. Peut-être un peu extrême, je juge pas. En France, on est dans un système qui est beaucoup plus contraint. Pour le même prix, t'as 2 fois moins de monde. Une fois qu'ils ont passé leurs 3 mois, difficile de motiver. Est-ce que tu vois la qualité de service en dehors du luxe que tu as dans le retail? Elle est pas exceptionnelle.
je veux pas généraliser, il y a des marques qui arrivent à créer quelque chose, etc. Mais on est quand même moins bien reçu. Je suis d'accord. Je suis d'accord. On est moins bien reçu chez Zara en France qu'à New York. Les magasins sont moins bien tenus chez H&M en France qu'à New York. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de monde, c'est quand même super dommage. Et ça, c'est parce qu'on a tellement de contraintes que, embaucher une personne sur le floor, c'est une grosse prise de risque parce que c'est pour longtemps, parce que c'est compliqué. Donc, on manque d'agilité et on manque de culture du service avec le temps, parce qu'ils peuvent pas tous tout faire. Et puis parce que certains sont là depuis longtemps, tu arrives plus à les motiver, l'incentive c'est compliqué, enfin voilà. Ça fait partie aussi des sujets sur lesquels c'est difficile. Et pourtant, on aurait tellement à faire. Aux US, le truc qui m'avait un peu étonné, c'est un peu la culture du pourboire, qui crée du coup un peu une fausse politesse, parce que si tu le donnes pas, alors là, c'est parisien x 10, serveur cliché. Et je me dis, après, il y a pas de pourboire chez M et tout non plus, enfin, je crois pas, hein. C'est pas tant ça, c'est que nous tu parles en restauration, Ouais, bien sûr. nous on est dans service compris. Mmh. Là-bas, c'est service non compris. Donc c'est pas un pourboire. C'est pas le pourboire. Ouais, C'est la rémunération du serveur. Tu sais qu'elle n'est pas comprise. ça les rend tous agréables, mais il faut donner, quoi. L'intérêt, c'est qu'il y a une rémunération au mérite. Et que tu vas pas donner le même pourcentage selon si tu penses que tu as été bien reçu, bien servi, ou moins bien reçu, moins bien servi. Voilà. Mais c'est une question de mindset. En France, tu vois ça, quand tu es français et que tu es habitué à ça, tu vois ça comme un pourboire. C'est pas un pourboire, c'est le service. Et tu peux donner en plus un pourboire. En France, on n'est pas habitué à ça, hein. Ah ben non. Récemment, tu as pris un poste, en tout cas une casquette d'ambassadeur d'IA, en tant qu'ambassadeur. Ouais, j'ai été très honoré de ça. En fait, à force de faire des présentations sur les évolutions des technologies et depuis 2 ans, 3 ans, de l'intelligence artificielle, avec des rapports de tendance de tout ce qui se fait dans le monde entier. J'ai eu l'occasion d'en faire à Bercy, au ministère du Commerce. Et quand, en juillet dernier, l'ex-ministre du Numérique, Clara Chapaz, a monté ce programme qui s'appelle Oser l'IA, dont le but est d'accélérer le développement d'intelligence artificielle dans toutes les entreprises. Elle a défini 10 secteurs d'activité et elle a souhaité nommer un ambassadeur national par secteur. Voilà, j'ai eu ce plaisir-là. Alors bon, entre-temps, le ministre a changé, le programme continue, avec un gros focus sur les petits commerces. Alors, qui est moins dans mon terrain de jeu habituel, mais c'est d'où je viens. Et finalement, c'est aussi extrêmement intéressant de se dire, OK, comment un petit commerçant indépendant ou un petit réseau va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour sortir son épingle du jeu dans un contexte où déjà le fait d'être petit et indépendant, c'est très compliqué. C'est quoi le premier gros chantier qu'un petit commerçant, ce qu'il doit faire sur l'IA? Il y a un truc, tu pousser? Il n'y en a pas un. Encore une fois, c'est comme pour une grande boîte, hein, c'est répondre à ses besoins, à ses objectifs. S'il n'a pas de présence web et qu'il souhaite en avoir, aujourd'hui, avec des petits outils IA, il est plus facile d'avoir une présence web. Il est plus facile d'avoir un catalogue produit joli, d'avoir des photos qui sont travaillées automatiquement, d'avoir des descriptifs produits qui vont être enrichis par l'IA. Aujourd'hui, ça se fait de manière extrêmement simple. J'ai dû vider une maison familiale et vendre plein d'articles sur Le Bon Coin, et j'avais peu de temps pour le faire. Je prenais des photos et automatiquement Le Bon Coin me disait: est-ce que tu veux que je t'aide à rédiger l'annonce? Ouais. Là où j'aurais mis barbecue à gaz, 3 feux, bien sûr. le truc pour égayer vos après-midi d'été, génial, vas-y. Et de toute façon, aujourd'hui, une fiche produit qui n'est plus enrichie, c'est une fiche produit qui n'est plus vue. C'est devenu un standard, enrichi par l'IA, j'entends. Bon. Donc un petit commerçant qui veut commencer sur le web, son site va être plus puissant. S'il veut faire du marketing, s'il veut faire du sur tous les sujets, l'IA peut l'aider. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il existe aujourd'hui des petites solutions pour des petits acteurs comme eux, qui sont différentes des gros systèmes qu'il ne pourra pas ni se payer, ni administrer, ni gérer, ni maintenir. Et toi, ton but, du coup, c'est de les mettre en relation, c'est de faire une newsletter pour les informer de ce qui existe? C'est déjà de faire beaucoup de pédagogie. De travailler aussi sur la valorisation des use cases. Vous voyez ce qu'a fait votre copain? C'est possible. Voilà ce qu'il a investi, voilà les résultats qu'il a eus, c'est à votre portée. Et de faire aussi le parallèle avec les grands.
Parce que finalement, les leçons des grands acteurs, on va les prendre et on va voir ce qu'on peut en sortir pour aider les petits. Ça, c'est passionnant. On a aussi un sujet de valorisation de ce qui se fait chez les grands retailers en France, en partenariat avec des grands acteurs ou avec des startups, pour montrer... Moi, mon sujet, c'est une IA positive. Non pas une IA qui va détruire l'humain, une IA qui va augmenter l'humain. Ça paraît de grande phrase, mais on ne maîtrise pas la violence de l'impact qu'on va se prendre à tous les niveaux de la société, et notamment dans le monde du travail. Et on ne peut pas les anticiper. Mais quelque part, révolution industrielle, quand on a remplacé les mecs qui serraient des boulons par des robots, on se posait les mêmes questions. Il y a eu de la casse, et puis il y a eu de nouveaux emplois. Aujourd'hui, il faut accompagner ça le plus tôt possible, selon moi. Les emplois vont fatalement être modifiés, pas que dans le retail, partout. Mais quelque part, est-ce que c'est pas mieux de se dire que des tâches répétitives, rébarbatives, chronophages vont être enlevées pour augmenter l'humain et pour l'utiliser de meilleure manière? Ouais. Et l'entreprise va faire plus de choses, de manière différente. Donc là, on a vraiment de la pédagogie à faire et on a vraiment aussi à montrer quelles sont les mauvaises expériences et les bonnes expériences. Un exemple tout simple. Aujourd'hui, il est très facile avec de l'IA de faire des shootings photos dans la mode, la beauté, etc. avec des faux mannequins, des faux décors, il n'y a plus rien. Okay. Et 3 clics. Très bien. En quelques clics, et c'est très beau. Côté de ça, tu as H&M qui a dit « Moi, je vais travailler avec des jumeaux numériques de mes mannequins existants. » D'ailleurs, ils ont fait une campagne de pub où les mannequins ont dit « Moi, avant, pour cette campagne, j'aurais fait 10 shootings partout dans le monde. J'aurais été crevé. Là, j'en ai fait un. Et mon jumeau numérique a fait les autres, mais je suis rétribué pour ça. C'est parfait. Je suis moins fatigué. Ils sont en train de créer une nouvelle industrie, de la même manière que quand la musique dématérialisée est née, moi qui suis fan de musique, on dit « Ah, ça va couper la création ». Pas du tout. Ça a mis quelques temps à se roder, puis aujourd'hui, tous les créateurs de musique sont rémunérés par rapport à nos écoutes et non pas par rapport à une vente physique. Et bien là, c'est pareil. Il faut être suffisamment ingénieux pour trouver les bons systèmes, les bons modèles. On en est au tout début, donc il va falloir que ça se cale. Il va y avoir un peu de casse, évidemment. Il va y avoir des bad buzz, il va y avoir des bonnes idées. Et voilà, et ça va évoluer. Je suis d'accord que c'est effrayant. J'écoutais un podcast de Yann LeCun récemment qui vient de lever un milliard d'euros avec sa nouvelle startup. C'est qu'en fait, c'est beaucoup plus facile de voir les métiers qui vont tomber plutôt que ceux qui vont exister. En 2005-2010, avec les smartphones, on se serait jamais dit qu'un des métiers les plus trendy, ça allait être les développeurs d'applications. C'est hyper dur d'anticiper. Et même aujourd'hui, 15 ans après, les développeurs d'applications, je sais pas si on aura autant demain ou autre, mais c'est vrai que c'est effrayant. Aujourd'hui, l'IA va te remplacer les développeurs d'applications parce que tu développes des applis comme ça. En revanche, il faut quelqu'un derrière l'IA. Mais en fait, l'interrogation que je pense ont les gens, en tout cas que j'ai moi, c'est de me dire est-ce que cette nouvelle vague va pas plus détruire que créer? Mais bon, là, on est sur des théories économiques. Je t'ai donné l'exemple de la révolution industrielle. On peut donner l'exemple de l'arrivée d'Internet et puis de l'arrivée du e-commerce. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il faut se réinventer. Il y a des périodes difficiles, bien sûr. Mais on n'a pas le choix. C'est un faux débat. Qui peut dire alors, moi, je vais le remettre à distance et puis je vais m'en protéger au maximum. Mais il est mort. Il est mort. Au contraire, il faut l'embrasser au maximum. Moi, j'engage toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, déjà à utiliser dans leur quotidien des LLM type ChatGPT, etc., de se familiariser à tout. Parce que de toute façon, c'est là. Enfin, je regarde mes enfants en études supérieures. Les profs ont très bien compris que de toute façon, ils feraient leur devoir avec ça. Ouais. Donc maintenant, les consignes sont adaptées. Les profs, c'est dur pour eux. Ils s'y mettent aussi. C'est dur pour tout le monde. Je suis d'accord. Mais il faut y aller. Maintenant, ceux qui vont dire, vous faites ce devoir sans rien utiliser, etc., ils se mettent le doigt dans l'œil, en fait. Et puis, ça sert à rien. Parce que c'est déjà fini. C'est déjà fini, je suis d'accord. J'échange pas mal avec des grands patrons de retail. J'ai l'impression que pour l'instant, l'IA, elle sert davantage à transformer les process en interne, logistique, information, rédaction, etc. On le voit pas encore beaucoup en tant que consommateur dans le retail. Tu penses que c'est quoi les premières choses qu'on va avoir en tant que consommateur, l'impact de l'IA en tant que consommateur? Tu as un impact indirect aujourd'hui. Comme tu le dis, en effet, les premiers sujets d'investissement, c'est des sujets pour
aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin sur des systèmes et des process qui existaient dans tous les domaines de l'entreprise. Dans la création de produits, on utilise l'IA dans la création de produits, dans la prévision de ce que tu vas acheter, produire, mettre en magasin, comment, etc. Dans toute la supply chain, tu vas utiliser de l'IA dans tous les secteurs d'entreprise, compta, comparaison de devis, à tous les niveaux. Dans le web, dans les fiches, on parlait des fiches produits enrichies, etc. Donc là, c'est pas visible directement pour le consommateur, mais on va améliorer tous les process existants et quelque part, il en bénéficie. Si il a plus, en tant que consommateur, le bon produit disponible au bon endroit, au bon moment, il en bénéficie sans savoir que c'est de l'IA directement, derrière. je suis d'accord. Ok. La phase visible, c'est les LLM grand public, le fait d'avoir une discussion sur un mode agentique avec ta marque. Et là, pour le coup, les marques commencent à arriver, les marques et les enseignes commencent à arriver. C'est compliqué. Tu peux expliquer ce que c'est ? Ça fait peur, ouais. On va dire 3 niveaux. Le premier niveau... Pour l'argentique, je précise. Ouais. Le premier niveau, c'est ce qu'a fait Carrefour avec Hopla, Casto avec Hello Casto. C'est que tu mets dans ton site, à côté du moteur de recherche, un système de dialogue où tu vas parler en langage naturel. Et tu vas dire au site de Carrefour, Hopla, j'ai un dîner pour 4 personnes ce week-end, j'ai tel budget, qu'est-ce que tu me recommandes, sachant qu'il y en a un qui est végétarien et un autre qui est... Voilà. Et tu discutes, et puis on va jusqu'à la mise au panier. Donc là, t'es pas dans un moteur de recherche, t'es dans une discussion aussi naturelle que ce que tu commences à avoir dans ton quotidien avec ChatGPT. Mais tu es dans le site de Carrefour. Qui va être plugué à la base de données alimentaire du magasin. Qui est sur le site. Mais Hello Casto, c'est pareil. Tu vas poser des questions sur une perceuse, tu es dans le site, il va te conseiller, et puis il va te faire une shortlist, et bon, tu vas commander. Très bien. Et ça commence à arriver. C'est un gros investissement pour l'enseigne, pour la marque, hein. Mais les usages sont là, ça commence à prendre. Le deuxième niveau, c'est qu'aujourd'hui, de nouveaux navigateurs arrivent. Tu n'utilises plus Chrome ou Safari, mais tu vas utiliser Atlas, qui est le navigateur de ChatGPT, ou Comet de Perplexity, etc. Et là, tu vas sur un site web qui n'est pas équipé d'un outil comme ça. Bon, je fais le test sur le site de Decathlon, de la Belle Vie, etc. Tu es sur le site et tu ouvres l'agent à côté et tu lui dis, sur Decathlon, tu dis sur net d'agent, mets-moi au panier une tenue de ski taille L pour homme, plutôt chic et sobre. Et là, tu lui laisses la main. Alors, c'est encore un petit peu long, mais tu le vois naviguer pour toi sur le site. Tout faire comme tu l'aurais fait. Les sélections, etc. Alors, tu peux l'arrêter, tu peux compléter ton truc ou tu le laisses faire et il te fait toute la sélection. Là, l'avantage, c'est que Decathlon, en l'occurrence, n'a absolument rien fait. Tu vas naviguer aujourd'hui sur n'importe quel site, tu peux le faire. Et tu demandes à ce LLM grand public de faire pour toi sur un site. Le troisième niveau, Agentic Commerce, c'est complètement intégré à ton outil. Donc, ChatGPT, GPT Shopping, où là, tu vas lui dire « Je cherche une doudoune pour le ski ». Et là, tu ne parles plus de la marque. Tu vas discuter avec lui du modèle, de la gamme de prix, etc. Et tu vas l'acheter directement dedans. Ça va tellement vite, putain. Et ça, on ne se rend pas compte des impacts, mais c'est en train de tout péter. Parce que le consommateur n'est plus en direct avec la marque. La marque ne voit plus le consommateur, ne voit plus la transaction, ne voit plus la suite. Quid du service client, du suivi, de la fidélité. Mais avant ça, comment tu ressors ? Pendant 20 ans, 25 ans, les deux plus grands objectifs d'un e-commerçant, c'était d'apparaître dans les premiers résultats, dans les premières pages de Google, sur son produit. Aujourd'hui, c'est pas parce que tu es super bon SEO Google que tu apparais sur ChatGPT, Perplexity et autres. Ça n'a aucun rapport. Aucun. On peut faire des tests, c'est hallucinant. Et en plus, les sources de données changent tout le temps. Pour l'instant, c'est pas sec. Et son deuxième objectif, une fois que le consommateur avait cliqué, c'était de lui offrir une expérience sur le web suffisante, sans couture, pour lui vendre plus, le vendre mieux, convertir, aller jusqu'à la fin de la transaction. Aujourd'hui, il le voit plus, puisque ça se fait en dehors. Enfin, aujourd'hui, demain, ça se fera en dehors. Qu'est-ce qui devient son site ? Est-ce qu'il faut une expérience ou est-ce que ça doit être une méga base de données
de référencement dans lequel les LLM vont être alimentés. En fait, la vérité est au milieu, parce qu'on n'aura jamais qu'un. C'est un canal nouveau, mais on continuera à faire comme avant. On continuera à aller en magasin, on continuera à aller sur le site web des enseignes, et on achètera aussi via des LLM comme ça. C'est quoi l'état d'esprit des grands retailers que tu côtoies? On parlait de Par Romain rapport Rouleau. à ça, Ouais, est-ce qu'ils sont effrayés? Est-ce qu'ils se disent: «Punaise, comment je vais faire? J'ai développé 50 millions sur mon site pour avoir une expérience de dingue et en fait maintenant c'est Sam Altman qui va décider si c'est moi ou Leroy Merlin en premier article». Comment ils le vivent? bah, ils sont perturbés. Ils savent qu'il y a quelque chose à faire. Après, selon les types d'enseignes, selon leur maturité technologique, selon leurs moyens, etc., ils sont pas au même niveau. Ils en sont beaucoup à faire des tests parce que, là, j'ai simplifié, mais aujourd'hui, il y a pas mal d'acteurs qui lancent des plateformes, Google, UCP, enfin bref. On ne sait pas du tout encore dans quelle direction ça ira. Est-ce qu'il faut aujourd'hui prendre une agence de GEO comme on avait des agences de SEO? Moi, je pense que c'est un peu trop tôt. Un peu tôt, ouais. Parce que, comme on l'a connu au début du SEO, Google changeait ses règles tout le temps et t'étais en première page, le lendemain t'étais à la fin, tu savais pas pourquoi, bref. Donc GIO, c'est le référencement sur les, sur les, Voilà, c'est LLM l'équivalent de du SEO pour exactement. ressortir dans les si je demande une info sur un téléphone pour que ce modèle ressorte devant les autres. Donc ça, c'est un peu trop tôt. En revanche, ils sont tous en train de faire des tests et de conclure des accords avec OpenAI, avec Google, etc. Le premier truc qu'ils savent qu'ils peuvent faire, c'est déjà que leur site web soit ready to agents, puisse accepter les agents de la meilleure manière que ce soit. D'accord? Donc voilà, il y a on va pas rentrer dans la tech, mais quand tu as des pages qui défilent à l'infini versus d'autres trucs, etc., ça passe pas pareil. Bon. Et puis avoir des plateformes héberger ton site. Voilà, penser pour accueillir les agents. Ça, c'est un premier niveau incroyable. très simple. C'est Et là, génial. ça, c'est en train de se développer. Mais ensuite, où mettre son investissement? Je pense qu'il est urgent d'attendre et urgent de tester en même temps. La maturité du consommateur, on ne la connaît pas, mais on voit que ça va très vite. Toutes les études qu'on fait là montrent. Ah, c'est fou. On en fait tous les trimestres à peu près sur ce sujet-là. On en sort une pour l'un de mes clients la semaine prochaine. Waouh, ça va à une allure dingue. Et puis alors quand tu zoomes sur les répondants par génération, voilà. Ah, taux de pénétration est fou. Ah, mais dingue. Enfin, mes filles, pour ne parler que d'elles, n'utilisent plus Google. Elles utilisent que ChatGPT. Et puis elle lui parle toute la journée, elle l'appelle ma princesse, il lui répond pareil, et puis c'est tout. Putain. Donc demain, fatalement, s'il lui dit tel article, j'ai ta carte bancaire, est-ce que tu le veux chez toi demain? Elle va pas aller sur le site. Non. Pas besoin d'aller sur le site. Si en plus il lui a donné l'illusion qu'il avait comparé les prix, comparé les services, etc. Et qu'il la connaît bien et que par rapport à ce qu'elle aime. Voilà, il n'y a pas de besoin. Selon toi, c'est quoi le pays qui est en train d'inventer le commerce de demain? Question rhétorique, la Chine ou? Je peux pas répondre à ça parce que chaque territoire va inventer le commerce du demain en fonction de ses consommateurs. Comme on le disait tout à l'heure, le consommateur chinois en Chine n'est pas le même que le consommateur aux États-Unis ou en France. Donc tu vas pas inventer la même chose. Ils n'ont pas les mêmes attentes, ils n'ont pas les mêmes comportements, ils n'ont pas les mêmes besoins, donc ta réponse va pas être la même. Ok. L'intérêt de s'inspirer, et c'est ce qu'on aime nous en se baladant, etc., c'est qu'il y a toujours des petites choses à prendre, à piquer et à adapter. Moi, je fais énormément de voyages, de décryptage, de conférences, etc. Quand on me dit, alors donne-moi la solution, je l'ai pas. Je donne jamais la solution à une enseigne. Je vais prendre l'enseigne, je vais lui montrer, mais c'est elle qui connaît mieux que personne ses clients, son offre, son positionnement, ses capacités, etc., pour s'inspirer des meilleures idées et voir comment les adapter à son paysage, à son territoire. Si tu avais feuille blanche, budget limité, tous les pouvoirs politiques et que tu devais imaginer le magasin dans 10 ans, ce serait comment? Déjà, quel type de magasin? Encore une fois, si on est dans le luxe, dans la mode, dans le bricolage, dans l'alimentaire, c'est pas le même. Pendant un Kiabi, tu vois, un truc que tout le monde connaît. Ah, Kiabi sont top. Kiabi sont top. Rien qu'à voir leurs résultats là. Ouais, dans le textile, c'est les seuls qui... Enfin, bien sûr, c'est une très belle Courtier, réussite. Mais les seuls qui pourquoi? Parce que ils ont travaillé d'abord sur l'innovation produit, élargissement de gamme, innovation en termes de service, en termes de marketing. Enfin voilà, ils travaillent. L'innovation drive tout ce qu'ils font. Mais c'est pas de l'innovation tech forcément, hein, mais se réinventer en permanence. Dans le magasin idéal, on accompagne le consommateur, on anticipe ses besoins,
sans l'enfermer. Et on le sert avec conseil, expertise, bienveillance, avant, pendant et après la visite en magasin. Il ne doit pas être obligé de venir en magasin. Il doit y venir par plaisir. Sinon, il a le web. Et on doit toujours avoir la bonne combinaison entre tout. Donc, qu'est-ce qui va faire que je vais avoir plaisir à venir en magasin? Toucher, essayer, découvrir, me faire conseiller par des experts. On le sait. Pourquoi les Français aiment la Fnac? Parce que quand tu vas au rayon polar de la Fnac, eh ben, t'as un vendeur ou une vendeuse qui est un passionné de polar, qui va t'écouter et qui va te conseiller. Alors ouais, une IA peut faire ça, bien sûr. Mais on aura toujours besoin des deux. Avant de passer à la dernière thématique, petit jeu vrai ou faux, oui ou non, comme tu veux. Magasin physique a encore un vrai avenir face au e-commerce? Le magasin physique a encore un vrai avenir et aura toujours un vrai avenir avec le e-commerce. Et quand- On ne peut pas opposer. On ne peut pas opposer. C'est un magasin physique aujourd'hui, sans web, omnicanal, on l'appelle qu'on veut, Hmm. est mort. Mais un e-commerçant qui n'a pas de magasin physique, par quelques grandes plateformes, etc., de toute façon, a moins d'attrait. C'est les deux. Non, c'est vrai. En vrai, quand je pose cette question, je vois évidemment le grand Amazon qui rafle toutes les mises. Mais Amazon est un exemple dans tellement de domaines. Sauf en magasin physique. Si tu enlèves Whole Foods, qui est une acquisition, qui est une belle enseigne, Amazon n'a eu que des échecs en magasin physique. C'est vrai. Chacun son métier, quelque part. C'est vrai. L'IA va remplacer une grande partie des métiers du retail. C'est une question. Une affirmation, et tu dois me dire si c'est vrai ou L'IA faux. va modifier une grande partie des métiers partout. Partout. Compris dans le retail, dans les services centraux, comme dans toutes les entreprises. Mais l'IA va modifier le métier d'avocat, le métier de médecin, enfin, bon. Donc oui, l'IA va pas remplacer les conseillers de vente en magasin. Est-ce que c'est En finalement... revanche, l'IA peut les augmenter. Parce que finalement, à partir du moment où tu as un consommateur qui arrive avec son portable et qui est plus... Mais c'est déjà le cas, c'était déjà le cas avec le web de plus en plus, mais ça va aller encore plus vite avec l'IA. Quand tu as un consommateur qui arrive très informé en magasin, faut pas qu'il soit plus informé que le vendeur, sinon le vendeur ne sert à rien. C'est pour lui donner l'état des stocks, tu mets une borne. Okay. Donc tu vas, au contraire, augmenter tes vendeurs, leur apporter beaucoup plus. Et comme par ailleurs, tu auras optimisé, grâce à l'IA, pas mal de process, ils auront, y compris en magasin, moins de tâches rébarbatives à faire. Par exemple, en magasin alimentaire, il y a plein de tâches aujourd'hui liées aux produits en date courte, à la réduction du gaspillage alimentaire, qui sont automatisées, optimisées par l'IA. Bon, bah ça, c'est une boîte qui s'appelle Smartway, une très jolie start-up de Nantes. C'est 40 minutes de gain par collaborateur et par jour. Ces 40 minutes-là, elles sont au service du consommateur. Pareil sur la prévision des ventes, sur les stocks, etc. Tout le temps que tu fais gagner, tu devrais le redéployer ailleurs. C'est vrai. J'espère que c'est le cas. En gros, l'interrogation que je pense, je parle pas pour les citoyens français, c'est de se dire qu'à court terme, certes, tu vas garder les emplois, mais demain, tu es un directeur de supermarché ou d'hypermarché, ta marge, c'est tes dividendes. Si tu peux ne pas remplacer parce que tu en as moins besoin, c'est un peu ça la crainte Tu derrière. peux tout faire. Je vais te donner un exemple. Quand on a lancé les caisses libre-service en France il y a plus de 20 ans. Et à chaque fois, pour ceux qui connaissent pas, dès que tu mets les caisses en libre-service, souvent, ça fait des manifs puisque ça peut enclencher... Ça a eu. Bien sûr. Et d'ailleurs, on faisait des études à l'époque, ça faisait partie de mon métier de marketing et de communication, où on montrait que il n'y avait pas de suppression d'emplois d'hôtesse de caisse. En revanche, il y avait un redéploiement. Optimisation des plannings, et puis transformation des métiers, parce qu'une hôtesse de caisse qui était seule à sa caisse, elle devenait hôtesse de supervision pour 4 caisses, mais avec une amplitude horaire plus importante. Quand on avait ça, il y a un magasin, je ne citerai pas l'enseigne, parce que c'était un indépendant dans l'ouest de la France, qui a décidé de faire un magasin full automatique, avec des caisses libre-service, donc type panier, et un système qui avait développé de caisse caddie, où tu mettais le caddie plein sur une balance, tu avais une borne, et tu avais le caddie vide à côté, et le consommateur, il passait tous les articles de l'un à l'autre comme ça. Voilà. Il n'a pas tenu 6 mois, le magasin. Déshumanisé. Le consommateur ne veut pas de magasin déshumanisé. Amazon
en termes de technologie, exceptionnel. Les magasins sans caisse, donc où les caméras suivent les gens, type Amazon Go. Amazon Go sont quasiment tous fermés aujourd'hui, mais Amazon avait fait un Amazon Fresh de 5000 m². Technologiquement, c'était béton. Parce que ça fonctionnait comme Amazon Go, mais ça fonctionnait pour les fruits et légumes, pour du café, pour de la viande à la coupe. Très bien. Là, c'est froid, ça donne pas envie. Il n'y avait personne dans le magasin. Tu faisais 10 minutes de voiture, on était dans le New Jersey, 10 minutes de voiture. Tu allais chez Stu Leonard, à peu près la même surface. Ça grouillait de monde. C'était un magasin animé. Ouais, c'est vrai. C'était un magasin vivant. Voilà. Pourtant, pas de tech. Ah, c'est vrai, tu prends de grands frais, c'est hyper agréable d'y aller, pourtant t'as pas forcément de tech. Et puis, le contact. Mon papa va tous les jours ou tous les 2 jours dans le même supermarché à côté de chez lui. Ouais, bien sûr, je suis d'accord. Connais tout le monde. Tout à l'heure, tu disais que ton rôle d'ambassadeur, mais c'est quoi, c'est pour le gouvernement, c'est ça? Oui, c'est pour le ministère de... Donc il y a 10 ambassadeurs en fonction des thématiques. Est-ce que par thématique, vous savez le nombre de créations ou de suppressions d'emplois? Parce que ma réflexion sous-jacente, c'est de me dire que c'est peut-être dans le retail où tu as moins de suppression d'emplois, en fait. C'est tellement humain au-delà de l'accueil, mais tu as tellement besoin d'avoir de mains, que c'est peut-être un des métiers, un des secteurs finalement où tu as peut-être le moins de risques. Alors, on n'a aucun chiffre parce que c'est trop tôt. Ouais. Et puis, pouvoir dire ce sont des emplois qui ont été supprimés à cause de l'IA, c'est compliqué, parce que dans le même temps, il va y avoir des embauches aussi. Je parlerai pas forcément en termes de suppression d'emplois bruts, mais plutôt de rupture, de modification. Dans la création artistique, par exemple, waouh, ça va être sévère, quoi. Ouais, je suis d'accord, il y a des secteurs ça va être vraiment sévère. Tu as raison, en magasin, on a besoin de monde. Logistique, Services centraux, les métiers vont bien plus évoluer, mais en logistique, tu as besoin de camions, tu as besoin de mecs dans les camions, et puis de toute façon, les camions automatisés, même s'ils étaient là, ils seraient pas en France, pour plein de raisons. Donc, mais dans les secteurs dont on parle, tu vois, il y a la santé, il y a l'éducation, c'est pas des métiers c'est pas des emplois qui vont être supprimés, mais c'est des métiers qui vont considérablement évoluer, bien plus que dans le retail, en fait. On va parler vision future. On parlait des attentes de consommateurs qui ont changé, celles qu'on a gardées. C'est quoi les nouvelles attentes qu'on va avoir? Tu parles de tes filles qui ont des nouvelles manières de consommer. Ça va être quoi les attentes de demain? L'IA, notamment, permet beaucoup plus de personnalisation de la relation entre une marque et un consommateur. Dans le marketing, je vais te parler à toi, je vais pas te parler de la même manière qu'un exemple, le live shopping. On connaît tous le live shopping. C'était en Chine. Au moment du Covid, ça a explosé en France. C'est finalement un démonstrateur qui, en ligne, va te faire la promotion de produits. Bien. Il y a pas trop d'acteurs là-dessus en France, je crois, hein? Si. Ça commence à... Pardon, Si, OK, je connais pas. depuis, il y a 2-3 acteurs qui sont nés à la même période, mars 2020, là, d'un coup. C'est fou ce qui se passe en Chine avec ça. Ouais, mais ça marche bien. En France, ça marche bien. Ça reste complémentaire, mais ça marche bien. Plein d'enseignes dans plein de domaines. Sauf que tu suis un live shopping, c'est le même que celui que je vais suivre. Aujourd'hui, l'IA permet d'avoir des présentateurs qui sont virtuels et qui ne vont pas être les mêmes. Donc tous les deux, on va suivre le même live shopping, mais la personne ne va pas me parler la même langue que toi, parce que je ne parle pas la même langue, d'accord, ne va pas avoir la même apparence, Wow. et on ne va pas avoir le même type d'interaction. Ça, en Chine, ça explose, si bien que tu peux créer ton avatar pour quelques centaines de dollars, ou même en acheter des tout faits pour $40. Et tu les mets. Donc la personnalisation, elle est importante. Dans la relation, la personnalisation de la publicité. Coca-Cola, quand il fait un spot de pub, Coca-Cola, c'est plus de 200 produits, marques, et toutes les déclinaisons derrière. Pour chaque produit, tu as les goûts, les langues. Bon. Donc tu fais un clip, et aujourd'hui, tu n'en fais qu'un, et l'IA va te remplacer la bouteille de Coca par de l'orangina, ou par de la fraise, ou par du machin. Et puis, selon si c'est toi ou moi qui regarde ça sur Insta, eh bien, la langue du packaging va être différente. Mais ils n'auront créé qu'un seul clip. C'est pour ça que je te parlais d'impact sur le domaine de la création artistique. Ouais, la création, c'est bien que je sais. Mais d'abord, en termes de coût, de volume, etc., c'est génial pour Coca. Mais après, en termes de personnalisation, c'est dingue.
Et la personnalisation va jusqu'au produit. Aujourd'hui, l'IA nous aide à créer des produits qui vont anticiper les besoins du consommateur. Bordel. Fatalement. Ouais, c'est L'IA, sûr. c'est quoi? La data. C'est analyser des données. Là où les directeurs de création, avec leur super cerveau et leur talent, finalement, pour créer de nouveaux produits, qu'est-ce qu'ils avaient en tête? Ils avaient en tête l'historique de la marque, l'ADN de la marque, la connaissance de leurs consommateurs et aussi les tendances à venir, prédire. En termes de couleurs, de trucs. Tout ça dans leur cerveau et dans leurs équipes faisait qu'ils créaient des produits qui marchaient ou qui marchaient pas. Bon. Mais ce nombre de paramètres qu'ils pouvaient Je suis engranger. un milliardième. Bon. Aujourd'hui, l'IA va prendre toutes les données historiques de vente de la marque, de vente des concurrents, les rapports de tendance, les machins de ça. Et par rapport à ta cible, va te dire, voilà quel produit tu dois créer. Accompagné par des directeurs de création. Mais ensuite, l'IA va te dire, ce produit-là, tu dois le produire en telle quantité. Tant par taille, tant par couleur. Et ensuite, l'IA va te dire, dans tel magasin, tu mets tant de verre en taille S, tant de rose en taille M. Mais dans l'autre, tu mets le contraire. Parce que je sais ce qui va partir. Et en cours de route, on te dit rebalancing. Prends tel produit, tu le mets là, et tel produit, tu le mets là. Ça existe déjà. Une start-up qui s'appelle Automne fait ça aujourd'hui. Belle réussite française aussi. Et ensuite, sur le reorder, on va dire, tu vas recommander que ça. T'imagines les gains? Ouais, Le c'est bon fou. produit, au bon endroit, au bon moment, en face du bon consommateur. Et dans tous les domaines, on va avancer comme ça. Ce qui peut faire peur, c'est de dire finalement, j'ai une IA qui anticipe mes besoins de consommateur. J'ai une IA qui crée le produit dont je vais avoir besoin et j'ai une IA qui l'achète pour moi. Je fais quoi dans tout ça? Où est le plaisir de la découverte? Comment je me réinvente? De la même manière que les algos qu'on connaît tous font que si tu as certains goûts en regardant les stories sponsorisées d'Insta, bah c'est toujours... Ouais, c'est chiant. voilà. Ça Moi, perd j'ai le- des stories de musique, toi, tu as peut-être des stories d'autres choses. Bon, ok. Quand est-ce qu'on découvre un peu autre chose? Je suis d'accord que ça t'enferme. Et ben là, il va y avoir des IA qui vont nous aider à se réinventer. Probablement, tu vois. Ouais, sûrement, Je sais pas. C'est quoi la grande conviction que le marché sous-estime aujourd'hui? La grande? Ta grande conviction que le marché sous-estime? Qu'il y a un truc où tu te dis, putain, je suis convaincu de ça, pourtant je le vois pas émerger, je le sens pas dans les conversations que j'aime, et pourtant je suis sûr que ça va être ça. Bon, ce serait hyper présomptueux. Non, dire que le marché ne le voit pas, non. Dire que le marché n'est pas là. Le sujet dont je te parlais tout à l'heure, d'avoir un personnel ID de sizing qui soit universel, c'est pas que le marché ne le voit pas, c'est qu'en France, on ne peut pas. Et pourtant, je pense que ce serait formidable que chacun ait sa carte d'identité numérique avec sa morphologie et que ce soit universel et que sur n'importe quel site web de mode ou en magasin, je Sois puisse tranquille. trouver la bonne taille sans avoir besoin d'essayer, etc. Ça, c'est pas que le marché ne le voit pas, c'est que ça me... L'une des convictions que j'ai depuis longtemps, mais elle est partagée par beaucoup, c'est que le magasin tout automatisé, je t'en parlais tout à l'heure, n'a pas d'avenir. J'ai toujours dit que les Amazon Go et autres n'avaient pas d'avenir. Et pourtant, en termes techno, on a vu même Cloudpeak en Chine, on était un jour une dizaine. Donc c'était un magasin comme ça de proximité automatisé. On était une dizaine de professionnels. Amazon Go, on le plante en 3 minutes. Facile. Là, on était une dizaine pendant 1 heure. On a échafaudé toutes les stratégies possibles et imaginables. On n'a pas planté le système. Mais des trucs, une écharpe, je prends un produit, je le repose, je ressors, c'est l'autre qui reprend le truc, papa. Tout fonctionnait nickel. Pourtant, est-ce que ça se développe? Ouais, je sais pas. Ça, c'est une vraie conviction. Si tu devais inviter un de tes confrères du retail sur ce podcast, ça serait qui, mais surtout pourquoi? Si tu devais l'inviter face cam. Moi, j'adorerais que tu reçoives Thierry Cotillard. Pour parler de quoi? D'abord de sa passion du commerce, partage la même, et de la transformation qu'il est en train d'opérer à la tête du groupe Point Mousquetaire, que je trouve formidable, d'autant plus qu'elle était écrite et prévue quand il a pris ses fonctions et que ça se déroule encore mieux que ce qu'il avait prédit. On parlait des différences tout à l'heure. La puissance des réseaux d'indépendants en France, elle est phénoménale. Et dans l'alimentaire, on le voit aujourd'hui, et pas que. Regarde les succès d'Intersport versus Decathlon.
Le fait de donner le pouvoir aux professionnels du terrain. Quand le directeur du magasin, c'est son pognon, c'est pas la même. Mais quand en plus tu en fais des entrepreneurs, que tu arrives à embarquer dans des projets complètement dingues, ben ça donne les résultats qu'on a aujourd'hui. Ah, c'est dingue. Et voilà, puis c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui est très inspirant. J'en apprécie aussi d'autres qui m'en veuillent pas. Mais là, en ce moment, les échanges avec lui sont très enrichissants. Dernière question, si t'aimerais qu'on te pose une question qu'on ne pose pas forcément, ça serait laquelle? Est-ce que t'en as une? Que j'aimerais pas qu'on me pose. Non, pardon. Est-ce qu'il y a une question que t'aimerais que je te pose justement et qu'en entretien, on n'a pas l'habitude de te poser? Non, t'as été plutôt complet, non? Si je devais arrêter le secteur, complètement, sortir du secteur, ce qui arrivera peut-être un jour. Ouais, t'irais où? T'arrêterais? Une plage, Une plage? des bras zéro, les gens qui viennent pieds nus, on les sert en barbecue à foison, une scène de musique live avec une programmation qui change tous les soirs. J'espère que je serai invité, Mike. Avec plaisir. Bon, merci beaucoup pour ce moment. Merci à toi. À très vite. À très bientôt, Lucas. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. À bientôt pour le prochain épisode.